Bonjour et bienvenue sur le canal. Première journée de notre visite en Italie. Visite des monuments les plus célèbres de Rome. Préparez-vous à connaître la soi-disant ville éternelle et comme toujours si vous aimez nos vidéos n'oubliez pas de vous aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Rome, capitale de la province de Lazio et d'Italie, compte environ 3 millions d'habitants. Mais ce qui en ressort le plus, ce sont ces 3 millénaires d'antiquité, représentés dans une infinité de monuments. Comme nous nous hébergons en dehors de Rome, en particulier au nord, la meilleure option est de laisser le véhicule dans un parking P+R, comme celui de la gare de Saxa Rubra, où nous aurons à la fois des bus et des trains, pouvant laisser la voiture stationnée pendant 16 heures pour seulement 2,5 € et pour un 1,50 vous pouvez voyager en train jusqu'au début de la visite, que nous commençons au nord dans la Piazza del Popolo. Nous accédons à la Piazza del Popolo, par l'appeler Porta del Popolo, une porte monumentale du XVIe siècle, avec des colonnes de marbre, des statues de plusieurs saints et un bouclier d'armes papales. Au centre de la grande Piazza del Popolo, vous trouverez l'obélisque le plus ancien de Rome, et on pourrait dire qu'il constitue la porte nord de la ville. Nous y trouverons 3 églises, l'église paroissiale de Santa Maria del Popolo, construite au XIe siècle et 2 églises que nous pourrions appeler des jumeaux. Ce sont Santa Maria de Miracoli, construite en 1678, et Santa Maria de Montesanto, construit 3 ans plus tôt. En outre, à chaque extrémité de la place, nous avons 2 belles fontaines, ainsi qu'une fontaine centrale où se trouve l'obélisque. Pour mieux l'observer, nous prenons un peu de hauteur et depuis la fontaine de la déesse de Rome, nous monterons jusqu'à l'appelée terrasse du Pincio, située à l'un des extrémités de Villa Borghese, que nous parcourrons lors d'une prochaine visite. Nous continuons notre parcours sur la Via del Corso, une grande rue remplie de magasins et qui naît entre les 2 églises de la Piazza del Popolo jusqu'à la place de Venise que nous visiterons ensuite. Mais avant d'y arriver, en suivant les indications, nous arrivons à l'un des lieux emblématiques de Rome. Nous parlons de la célèbre Piazza de Spagna, qui est très fréquentée par les touristes au début du mois de juillet. On y trouve une belle fontaine, appelée la Fontana della Barcaccia, de style baroque du XVIIe siècle et œuvre de l'architecte et sculpteur Pietro Bernini, et dont on dit qu'elle est inspirée par l'arrivée sur la place d'un bateau lors des inondations de la rivière Tibet en 1598. Mais surtout cette place est célèbre pour son escalier, le Scalinata di Trinità dei Monti, construit au XVIIIe siècle reliant ses 135 marches, l'ambassade espagnole et l'église de Trinità de Monti et qui ne manque jamais dans les souvenirs photographiques de n'importe quel touriste. Derrière le soi-disant obélisque salustien, présidant la place depuis le haut, nous trouvons la belle église de Trinità dei Monti, une église de style Renaissance du XVIe siècle.
Depuis la Piazza de Spagna, nous nous rendons dans un autre des lieux emblématiques de Rome et aussi visité que le Colisée ou le Vatican. Comme nous nous approchons de ce monument, la rue est de plus en plus remplie de gens, donnant foi à la grande quantité de visiteurs qu'elle a, estimant qu'il est visité par environ 450 000 touristes par mois, ou ce qui serait la même chose environ 1200 visiteurs par heure. Il s'agit de la célèbre Fontana di Trevi, totalement attestée de touristes essayant de faire une photo ou de jeter une pièce de monnaie, dont on recueille entre 3 000 et 4 000 euros par jour. Nous sommes devant une grande fontaine, de style rococo, avec près de 50 mètres de front, et construite entre 1732 et 1762, à l'origine par l'architecte Nicola Salvi, étant le théâtre de films aussi célèbres que la Dolce Vita. De cet endroit attesté, après avoir lancé la monnaie correspondante, et après avoir admiré les magnifiques colonnes du temple d'Adrien, aujourd'hui siège de la Bourse de Rome, nous arrivons à un autre endroit, chef-d'œuvre de l'ingénierie romaine. Le Panthéon d'Agrippa, ou Panthéon de Rome, est un ancien temple romain aujourd'hui consacré comme église catholique, et que nous ne pouvons malheureusement pas visiter en raison de la queue de touristes. Construit entre les années 118 et 125, ce qui attire le plus l'attention est son énorme dôme, d'un diamètre et d'une hauteur de 44 mètres, ce qui en fait le plus grand dôme en béton en masse de l'histoire, et tout un exploit pour son époque, étant un peu plus grand que le dôme de la basilique de Saint-Pierre. Nous avons également profité de cet endroit pour nous reposer et manger l'un des sucrés entrepôts, que vous trouverez à un très bon prix ici et dans de nombreux autres endroits de Rome. Après avoir remis des forces, nous visitons un endroit impressionnant, qui n'est autre que l'imposant monument à Victor Manuel II, également connu sous le nom d'Altar de la Patria ou le Vittoriano. Cet imposant monument situé sur la place de Venise a été réalisé en l'honneur du premier roi de l'Italie unifiée, Victor Manuel II, étant construit à marmol blanc et inauguré en 1911. On y trouve, à part les sources et la statue de Victor Manuel II, la tombe du soldat inconnu, avec une flamme éternelle et qui contient les restes d'un soldat mort pendant la Première Guerre mondiale, dont l'identité est inconnue. Le monument colossal à Victor Manuel II a 135 mètres de largeur et 70 de hauteur, composé de dizaines de majestueuses colonnes corinthiennes et d'échelles interminables, qui, comme nous l'avons dit, sont réalisées en marbre blanc. Une statue équestre de Victor Manuel réalisée en bronze préside tout l'ensemble et derrière elle deux quadrilles guidées par la déesse Victoria couronnent un énorme portique de 16 colonnes. À l'intérieur, nous trouvons le musée du Risorgimento,
un musée dédié à l'unification de l'Italie, dans lequel sont exposés des armes, des drapeaux et d'autres objets liés à ce moment historique. Depuis ce monument, vous avez une vue imprenable, à la fois sur les forums, le Palatin et le Colisée, mais si vous voulez avoir une meilleure vue, par un ascenseur vous avez accès à une terrasse panoramique située dans la partie la plus haute du monument, à condition que vous soyez prêt à payer les 7 € qui coûtent monter à cette terrasse. Après la visite de ce monument impressionnant, par la voie des forums impériaux, nous arrivons à ce qui est sans aucun doute le monument le plus célèbre de Rome et l'un des plus fameux du monde. Il s'agit, comme nom, du Colisée romain, appelé aussi l'amphithéâtre de Flavio et construit au 1er siècle fut le plus grand de tous ceux qui ont été construits dans l'Empire romain. Comme conseil pour éviter les longues files d'attente de l'entrée, il est préférable d'acheter toujours une entrée avec accès préférentiel et ainsi d'éviter les températures élevées d'été. Une fois que nous aurons accédé à ce monument impressionnant, qui dans l'Antiquité possédait une capacité d'environ 65 000 personnes réparties sur 80 rangées, vous commencerez certainement à imaginer les luttes de gladiateurs et les spectacles publics qui étaient organisés ici. Pour commencer, son inauguration a duré 100 jours, y participant tout le peuple romain et mourant dans sa célébration des dizaines de gladiateurs et de fées qui ont été sacrifiés pour le plaisir et le spectacle du village. Le Colisée a été utilisé pendant 5 siècles, les derniers jeux étant célébrés au VIe siècle. Le terrain de jeu proprement dit était un énorme ovale de 75 x 44 mètres et était en réalité une plateforme construite en bois et couverte de sable. Le sous-sol était un immense complexe de tunnels et de massifs, dans lequel se trouvaient les gladiateurs, les condamnés et les animaux. L'accès à ces tunnels est possible, à condition que vous soyez prêt à payer un peu plus pour l'entrée. La répartition des spectateurs se faisait selon leur classe sociale. Au premier étage, sur le podium, étaient assis les Romains les plus illustres, comme les sénateurs, les magistrats, les prêtres et peut-être les vestiaires. Au niveau suivant, se trouvaient les aristocrates qui ne prétendaient pas au Sénat. Le niveau suivant était divisé en deux, l'un pour les citoyens riches et l'autre pour les pauvres. Et le plus haut niveau, construit en bois et peut-être sans siège, était réservé aux femmes pauvres. Comme curiosité, le premier étage, le podium, où étaient assis comme nous l'avons dit les Romains les plus illustres, étant donné que c'était le étage le plus proche des faits, était doté d'un réseau métallique de protection et des archers mis en place à intervalles réguliers. L'accès depuis les couloirs allongés se produisait à travers les soi-disant vomitoires, appelés ainsi parce qu'ils permettaient de sortir une énorme quantité de gens en peu de temps. Et ils étaient aussi bien conçus, que 50 000 spectateurs pouvaient être évacués en un peu plus de 30 minutes, ce qui nous donne une idée de l'ingéniosité et l'intelligence des ingénieurs romains. Si nous regardons à l'extérieur, nous aurons une vue imprenable sur le Palatin et le Forum, ainsi que sur l'arc de Constantin. Si vous visitez Rome, bien sûr,
il est indispensable de visiter le Colisée, lieu où ont eu lieu des spectacles aussi impressionnants que la célébration de Trajan de ses victoires à Dacia en l'an 107, et dans lequel pendant 123 jours ont participé 11 000 animaux et 10 000 gladiateurs. Nous quittons cet endroit impressionnant pour nous diriger très près, au Forum romain et au Palatin. Mais avant, nous admirons le précieux arc de Constantin, construit aux côtés du Colisée, un énorme arc commémoratif d'une hauteur de 21 mètres, érigé en l'an 315. Maintenant, nous avons accès au Palatin et au Forum romain, à travers la soi-disant Via Sacra, qui se termine dans l'arc de Tito et qui a servi d'inspiration pour l'Arche du Triomphe de Paris. Dans l'arc de Tito, nous tournons à gauche vers le Palatin, une montagne d'environ 50 mètres de hauteur et qui est la plus centrale des 7 collines de Rome. Nous nous trouvons tout d'abord avec une terrasse, où nous verrons 2 églises, l'église de Saint-Bonaventure et l'église de San-Sébastien, ainsi que les restes d'un temple construit par l'empereur Heliogaballo. Une agréable promenade nous emmène jusqu'au temple de Domitien, qui se composait de 3 parties. La Domus Flavia, qui était le sable public, le Domus Augustana, qui est les sables privés, et le Stade Domitiano ou Stade Palatin, dans lequel il y avait une avenue en forme d'anneau, d'où sortaient des chemins et des parterres, avec de nombreuses décorations en différents types de marbre. En ce qui concerne la Domus Augustana, elle a été construite par l'empereur Domitien dans les années 90 après Jésus-Christ, comme une extension du Domus Flavia. À ses côtés se trouve la Domus Flavia, qui constitue le sable public du palais domitien, dans lequel se distingue l'étang du jardin du Péristyle, en forme de lac et au centre de laquelle se trouvait une singulière île octogonale, avec un motif labyrinthique de canaux et de fontaines, tout couvert de marbre précieux. Après avoir traversé les jardins de El Accentegu Orti Farnesiani, nous arrivons à la terrasse Belvédère, sur laquelle nous profiterons d'une vue imprenable sur le Forum romain. Nous quittons la colline du Palatin et descendons vers le Forum romain, et dans la descente, nous admirons la belle fontaine du théâtre du Fontanone. Nous sommes entrés dans le Forum romain. Il s'agit d'une vaste zone de temples, de places et de bâtiments de gouvernement romain, dont certains datent de 2000 ans, et les Romains l'appelaient Forum Romanum, ou simplement Forme. C'était comme la place centrale de toute ville d'aujourd'hui, et où se trouvaient les institutions du gouvernement, du marché et religieuses, et comme aujourd'hui c'est là que se déroulait le commerce, les affaires, la prostitution,
la religion et l'administration de la justice. Nous trouverons une infinité de monuments comme la basilique de Cosme et Damian, du VIe siècle, ou la maison des Vestales, située à côté du temple de Vesta, où les Vestales, les prêtresses, coffraient le feu sacré, symbole de la ville éternelle. La maison des Vestales était le lieu de résidence des prêtresses, et il y avait 6 Vestales soignant le feu de Rome, étant choisis quand ils avaient entre 6 et 10 ans, et faisaient un vœu de chasteté, et étant considérés comme sacrés dans l'ancienne Rome. En face nous avons le temple d'Antonio et Faustina, très bien conservé, et qui a été un cadeau de l'empereur Antonio à son épouse Faustine. Vous pourrez également voir la basilique de Santa Maria Antica, qui est le plus ancien temple chrétien du Forum, et à côté de lui l'oratoire des 40 martyrs, dédié à 40 soldats chrétiens, condamnés à mourir dans les eaux glacées d'un lac d'Arménie pendant la persécution de Dioclétiano. Presque intacte est également conservée la Curia Iulia, un sénat qui a été construit en 44 avant Jésus-Christ et est ensuite devenu une basilique. Nous continuons à parcourir les rues pavées, une magnifique œuvre des ingénieurs romains, jusqu'à l'arc de Settimio Severo, qui raconte les victoires de l'empereur dans le nord-est de l'Iran, ou la Colonna di Foca, une colonne commémorative de 14 mètres de haut. À la fin du forum, nous trouvons 2 monuments, le temple de Saturne, l'un des plus anciens temples romains construits en 498 avant Jésus-Christ et dans lequel se gardait le trésor de l'État. Et le temple de Vespasien et Tite, dédié au culte impérial de l'empereur Vespasien, déifié par le Sénat peu après sa mort. Terminé la visite de cet endroit impressionnant, de retour à la gare, nous nous arrêtons dans un autre endroit unique de Rome. Il s'agit de la Piazza Navona, qui a constitué un emplacement d'importance depuis l'ancienne Rome, où un stade était déjà construit pour des compétitions sportives et des combats de gladiateurs. Elle est entourée de bâtiments de grande valeur artistique, comme le Palais Pamphili, qui héberge actuellement l'ambassade du Brésil, ou l'église de Sant'Axantegu Agnès in Agone, construite où se trouvaient les grades de la Seine, et où Sant'Axantegu Agnès a été obligée de se déshabiller en public et de renoncer à sa foi chrétienne, étant couverte de façon miraculeuse par ses cheveux qui lui ont soudainement grandi. Ici, nous trouvons également 3 précieuses fontaines, la fontaine du Moro et la fonte de Neptune aux 2 extrémités, et la fontaine baroque des 4 rivières, située au centre, et qui représente les 4 grands fleuves du monde connus à l'époque, le Nil, le Gange, le Danube et le Rio de la Plata, et couronnée par l'obélisque de Domitien, de 18 mètres de hauteur, que cet empereur a commandé de construire ici. Et sur la Piazza Navona nous terminons notre visite, mais nous reviendrons certainement à Rome, car il y a beaucoup à voir.